Merci beaucoup. Merci à vous de venir partager avec nous. Alors, on s'est déjà vu, on a déjà beaucoup travaillé ensemble. Donc encore une fois, merci parce que vous avez été vraiment d'une contribution très très riche pour toutes ces réflexions. Alors ce qu'on voudrait faire avec vous, c'est effectivement avoir à la fois votre vision, c'est-à-dire que comment vous projetez votre cabinet et puis surtout pourquoi vous choisissez telle ou telle stratégie. Donc peut-être on va commençons par les dames. On va commencer par Mélanie. Mélanie, est-ce que vous pouvez simplement peut-être nous expliquer votre profil, hein, on parlait de profil 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire en termes du poids de l'activité commissariat aux comptes dans votre cabinet, et puis l'impact aussi de cette loi Pacte sur votre activité commissariat aux comptes. Et puis derrière, comment vous voyez, quelle stratégie vous pensez déployer? Alors du coup, moi je me suis rendu compte, quand on a fait les focus group, que j'étais plutôt positionnée dans le premier focus. Premier cadran. Voilà, premier cadran. C'est-à-dire avec une activité CAC majoritaire dans mon cabinet. Alors c'est un tout petit cabinet parce qu'il se résume en fait en ma personne, plus un apprenti aujourd'hui, donc un petit peu plus grand que hier. Et donc avec une majorité de commissariats aux comptes et plutôt aux alentours de 80% du chiffre d'affaires. Et ensuite, quand je suis allée un petit peu plus loin finalement dans l'analyse, je me suis rendu compte que l'impact de la loi Pacte n'était pas prépondérante, on va dire, sur mon chiffre d'affaires, me faisait perdre à peu près l'ordre de 20% en fait, du chiffre d'affaires. Donc, ce qui voulait dire que je peux, entre guillemets, continuer en fait, à travailler sur le commissariat aux comptes, mais avec également une réflexion stratégique, parce que quand on perd 20%, même si c'est pas tout, c'est pas rien. Donc il y a forcément une réflexion à mener pour savoir en fait comment on va développer l'activité. D'accord. Donc vous, aujourd'hui, vous avez une activité qui est donc très axée sur le commissariat aux comptes. Est-ce que, déjà en termes de stratégie, voilà, vous allez vous positionner plutôt dans cette stratégie 1, stratégie 2, stratégie 3 et surtout, quels sont pour vous, finalement, les éléments ou les facteurs clés de succès essentiels pour la mise en place de cette stratégie? Alors, comme l'a dit Frédéric, je crois que les trois buckets ne sont pas complètement étanches. Moi, j'avais plutôt tendance à me positionner sur la première stratégie, au vu, on va dire, du profil du cabinet et puis également de mon profil personnel. Après, il y a des choses qui sont à prendre, je pense, dans les différents, j'appelle ça des buckets, mais voilà, dans les différents types de stratégies. Alors, plutôt un focus sur la première stratégie, mais avec des éléments à piocher sur la stratégie 2 et la stratégie 3. Ensuite, en termes de facteurs clés de succès, c'est ça? Oui. Alors, je pense qu'un élément, en ce qui me concerne en tout cas, c'est d'essayer d'être le plus différenciant possible. Alors, ça fait un petit peu tarte à la crème, mais surtout quand on est un tout petit cabinet, on va dire, comme moi, on mise beaucoup, malgré tout, sur sa personne. Alors, ça peut paraître peut-être un peu présomptueux, mais c'est aussi, c'est à la fois un facteur clé de succès et aussi, c'est aussi un risque, parce qu'on se rend compte finalement qu'on est seul. Donc du coup, moi, en termes de stratégie, d'analyse stratégique, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu les prémices finalement de cette analyse. Une des possibilités, c'est d'essayer peut-être de s'adosser à un autre cabinet ou pourquoi pas une association avec des confrères, ou sans aller peut-être dans une association, plus de partage, une sorte d'association peut-être informelle. Mais je me rends compte que cette loi Pacte finalement accentue la réflexion stratégique et notamment quand on est un petit peu isolé, quoi.
L'un des éléments qu'on a noté effectivement dans ce positionnement ou dans cette stratégie très offensive sur le commissariat aux comptes, l'un des facteurs clés de succès, c'est aussi la capacité à maintenir, à pouvoir investir aussi sur tout ce qui va être veille réglementaire et maintenir aussi, être capable de maintenir son expertise technique, son suivi. Est-ce que, voilà, comment vous allez, en étant peut-être seul, ou comment vous allez pouvoir continuer à assurer cette veille et qui a un coût? Justement, comme je le disais, en travaillant soit avec un réseau formel, donc soit une association ou éventuellement un adossement, ou de façon peut-être plus informelle, en développant en fait des relations intercabinets, notamment dans le cadre de tout ce qui est contrôle qualité, l'autocontrôle, on va dire, du cabinet, parce qu'effectivement, moi aujourd'hui, je suis seule, donc il faudra forcément que je fasse contrôler en fait les procédures que j'aurais mis en place par un autre confrère. Donc mécaniquement, ça va avoir un coût. Après, il peut y avoir des échanges aussi de cabinets, entre cabinets un peu moins structurés, pour pouvoir contrôler éventuellement d'autres confrères. Donc, je pense que c'est aussi le développement en fait, de relations, de réseaux en fait, informels. Qui seront aussi probablement pourvoyeurs de mandats. C'est pas forcément que la loi PAC, je pense, qui induit ça. Je pense que la loi PAC, ça a vraiment, on va dire, accéléré le mouvement. En fait. Je pense qu'initialement, on se pose tous ces questions-là, surtout quand on est seul. Là, on est un peu en face du mur, on a un peu tendance, c'est tout bête, c'est un peu comme le réchauffement climatique, j'ai envie de dire. On sait tous que ça va arriver et tout, mais tant qu'on n'est pas vraiment en face en fait, du problème, on a tendance un petit peu à laisser passer les choses. Donc là, ça met un petit coup de pied et puis ça permet, au-delà de PAC en tant que tel, d'avoir une réflexion stratégique sur son activité, et notamment quand on est plus petit. Merci. Alors Sophie, maintenant qu'on est bien réchauffé, est-ce que vous pouvez justement aussi peut-être expliquer votre profil et comment vous vous positionnez dans cette galaxie en termes d'activité, et puis comment vous vous projetez vous demain et quelle stratégie vous voyez pour vous et pour votre développement, le développement de votre cabinet? Alors moi également, je suis un petit cabinet. Je suis seule associée avec un collaborateur et demi. Et donc le commissariat aux comptes représente 25% de mon activité, tant en volume que en nombre. Non, ça ne veut rien dire en fait. Et donc la loi Pacte va avoir un impact quand même sur mon activité CAC, puisque j'ai 7 mandats et je devrais perdre 3, peut-être 4. Je vais voir. Ça, je suis en train de voir justement comment maintenir ce dossier-là qui est au-dessus des seuils et qui est une filiale d'un groupe. Donc voilà. Alors moi, j'ai envie de garder cette activité. Premièrement parce que je pense qu'on a un rôle à jouer, nous les petits cabinets. Alors ça va pas être facile, mais je vois bien quand on est en conseil d'administration, en AG, eh bien on a quand même une connaissance du dossier que des grands cabinets n'ont pas quand un associé d'un grand cabinet vient. Voilà, mais bon, après chacun, c'est ma perception, hein. Et ensuite, c'est le contact aussi avec les clients que j'ai de CAC. Donc, si je peux conserver ces dossiers CAC, je ferai tout pour les conserver. Et donc, pour l'instant, ce que j'ai mis en place, alors d'une part, je fonctionne avec PAC PE, et puis je me suis mis à SmartFake, bref. Mais j'ai surtout, je suis en train de développer un partenariat avec une consoeur qui est intéressée, comme moi, pour quand même maintenir une activité CAC
et peut-être faire, alors là c'est à l'étude, mais peut-être faire des missions, soit d'audit d'organisation. Moi, je suis plutôt dans le contrôle interne. J'étais très bonne en contrôle interne. Donc voilà, après chacun voit, mais je pense que la profession n'a pas intérêt à baisser les bras. Voilà. Et donc ça, j'y crois vraiment. Après, c'est vrai que, comme je dis, quand on est un petit cabinet, ça a de gros inconvénients, mais le gros avantage, c'est que on peut choisir quand même encore. Et si ça me coûte cher, pour l'instant, je pense que ça vaut le coup pour l'instant de faire ce pari-là. Voilà. Donc pour vous, et je repose la même question qu'à Mélanie, pour vous, quels sont les facteurs clés de succès de votre déploiement et de votre stratégie demain? Quels sont les éléments qui sont pour vous majeurs pour la réussite de votre projet? Alors, pour question activité CAC, on est bien d'accord. C'est que ce partenariat marche déjà pour éventuellement anticiper une rotation éventuelle ou voilà. Et puis quand même vis-à-vis des clients, de montrer que j'ai plusieurs cordes à mon arc, voilà, et que du coup de toute façon ce sera du bouche à oreille. Ce ne sera pas via une stratégie marketing que peut développer un cabinet moyen ou gros. Voilà, il faut se le dire. Après, au niveau, quand vous posez la question du niveau technique, effectivement, quand on est commissaire aux comptes et expert comptable, il y a l'aspect des nouvelles normes, mais on a quand même un passé. Et on se spécialise plus ou moins sur les activités. Donc après reste une mise à jour, et je pense que ce qui me pose plus de problèmes, c'est plus la tendance au full audit que à l'aspect norme. Voilà. En termes d'équipe, parce que vous disiez effectivement, vous avez 1,5. Est-ce que vous voyez aussi demain est-ce que vous allez avoir besoin de faire évoluer aussi le profil de cette équipe? Est-ce que vous allez recruter? Est-ce que il va falloir former ce collaborateur ou est-ce qu'on va garder ce collaborateur à son même niveau de compétence? Comment vous voyez évoluer aussi les équipes derrière vous, ou l'équipe derrière vous, ou la personne derrière vous? Est-ce qu'on va pouvoir la faire évoluer, ou est-ce qu'il va falloir aller chercher peut-être des nouveaux profils? Alors aujourd'hui, les deux collaborateurs qui travaillent pour moi sont expertise. Mais expertise avec une approche vis-à-vis du client, conseil. Mais bon, je pense que c'est l'évolution quand même de la profession, où on a beaucoup quand même une approche d'écoute auprès du client. Donc il faut avoir le sens du contact. Ensuite, après, on verra. Pour le commissariat aux comptes, tout dépendra de ce partenariat. Et sinon, j'envisage pas d'embaucher en commissariat. Ça, c'est clair. Mais le profil, si j'embauche quelqu'un en commissariat, il faudra qu'il ait un bon bagage informatique. D'accord. On reviendra de toute façon après avec chacun d'entre vous sur les différents chantiers, et je reviendrai avec chacun d'entre vous pour voir un petit peu quelle est sa priorité sur chacun de ces chantiers. Guillaume, même question. Votre profil pour partager avec tout le monde, et puis surtout, qu'est-ce que vous pensez faire, ou qu'est-ce que vous avez peut-être même déjà commencé à faire en termes d'évolution, en termes de stratégie? Alors moi j'ai un cabinet parisien qui a une trentaine de personnes. J'ai 5 personnes qui sont totalement dédiées à l'audit et au commissariat aux comptes. Et c'est un sujet en effet sur lequel on a commencé à travailler déjà l'année dernière, en sentant une tendance, en tout cas de forte pression sur les activités qu'on appelle les activités régaliennes, c'est-à-dire l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, les missions obligatoires en fait, ou les missions de monopole sur lesquelles on sent une baisse des marges, une baisse des prix.
On voit aujourd'hui que, en tout cas, nos activités, ce qu'on constate nous dans les chiffres, c'est en effet les missions accessoires qui viennent renforcer le chiffre d'affaires ou la rentabilité de nos cabinets, et une volonté donc avec les associés de développer ce qu'on appelle la troisième volet ou le troisième chapeau de la navette, qui est celui des missions de conseil à proprement parler. Et on a décidé déjà l'année dernière d'axer et de lancer un certain nombre d'actions autour de cette thématique. On a fait le constat qu'on perdrait probablement à peu près 20% des mandats aussi en termes de casse. Et j'aurais tendance à dire qu'en fait, ça nous a donné un coup de pied supplémentaire dans une période où, de toute manière, en effet, la concurrence est forte et qu'il faut continuer à s'organiser. Il faut se transformer avec, en effet, les outils du numérique qui existent. On les applique beaucoup aujourd'hui et de plus en plus sur la partie expertise comptable. Et moi, pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est un sujet qui m'anime depuis déjà un certain nombre d'années. Et à côté de ça, en fait, on se rend compte qu'il faut aussi davantage communiquer. Et on se rend compte aussi qu'il faut essayer de faire rentrer dans nos équipes des nouveaux profils, une nouvelle façon d'aborder le client qu'on ne l'aborde aujourd'hui. Et en partant de tout cet ensemble de paradigmes, on s'est dit qu'il fallait en effet qu'on se fasse aider ou qu'on investisse en interne sur la communication, qu'on décide aussi d'être beaucoup plus visible sur certains sujets qui nous permettraient d'avoir des relais de croissance. Et par exemple, on a créé un pôle transactions, les anglo-saxons disent Transaction Services, TS. Pourquoi? C'est un exemple que je prends, et il y en a plusieurs, parce qu'on s'est rendu compte que c'était l'occasion, par exemple, avec ce type d'activité, de travailler davantage avec les fonds d'investissement, en particulier qui ont besoin en effet de due diligence, qui ont besoin peut-être aussi sur les activités d'expertise, d'évaluation, et que derrière, en effet, si la mission est bien réalisée et que la cible, qui a un investissement qui est fait, on est souvent ensuite recommandé pour être, par exemple, l'expert comptable ou pour faire des missions, d'autres missions avec ce type d'acteurs. Et on se rend compte par là aussi un besoin, par exemple sur le pôle commissariat aux comptes, de renforcer aussi avec des profils qui ont une appétence encore plus forte aussi sur l'analyse financière, par exemple. Et on était peut-être un petit peu léger dans certains profils un peu plus classiques, ce qui nous oblige aussi à former nos collaborateurs, à recruter peut-être des profils un peu plus mixtes pour les faire rentrer dans les équipes, ce qu'on a pu peut-être constater dans d'autres cabinets dans lesquels on est passé par ailleurs, où on a cette richesse quand vous avez des profils qui viennent plutôt du monde des ingénieurs ou qui viennent plutôt uniquement du monde des écoles de commerce que des profils purement financiers. Donc on s'est lancé en effet dans ce chantier pour permettre en effet, pour limiter en fait l'effritement et peut-être aussi gagner des nouvelles missions. Et donc par rapport au profil stratégique que vous avez développé tout à l'heure, nous on conserve l'activité commissariat aux comptes. Et on va faire en sorte de continuer à la développer, tout en développant en parallèle en fait, des sujets qui sont transversaux et qui vont profiter à l'expertise comptable, en activité de conseil pure, et puis qui auront forcément aussi un écho sur l'activité commissariat aux comptes. Et c'est là qu'on voit, je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur la communication, parce qu'on a toujours été un peu frileux sur le commissariat aux comptes. On le voit bien dans nos activités, on a toujours aussi beaucoup plus communiqué sur la partie expertise comptable, sur une expertise sur certains secteurs d'activité, sur une présence dans certains écosystèmes. Et sur le commissariat aux comptes, on a toujours été très discret. Voilà. Je pense qu'en tout cas, nous, on le voit de manière positive parce que, de toute manière, on n'a pas le choix. Des fois, peut-être que quand on est dans une situation en danger, qu'on est au bord de tomber, on fait tout pour ne pas tomber. Voilà. Donc, on est un peu dans cette dynamique positive et je pense que ça donnera des résultats dans le temps.
Alors, c'est extrêmement intéressant. Donc, finalement, c'est une stratégie 2, hein, telle comme on les présentait tout à l'heure. Plusieurs questions. J'ai 3 questions par rapport à ce que vous venez de dire. Vous parliez d'organisation, donc d'un pôle, d'organisation avec des pôles en interne. Est-ce que ça veut dire qu'on a aussi des profils polyvalents, c'est-à-dire des profils qui vont à la fois travailler sur du transaction services, puisque vous en parliez, et qui vont aussi travailler sur des dossiers d'audit? Ou est-ce qu'on a vraiment une séparation en interne des profils? Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas la taille pour créer un pôle dédié, ou sinon il faudrait faire de la croissance externe, ce qui n'est pas pour l'instant, je crois, dans les tuyaux. En revanche, très clairement, quand on a une mission, par exemple, un audit d'acquisition, c'est normalement l'équipe d'audit qui intervient. Mais on se rend compte, là j'ai actuellement une mission de conseil assez transversale, on peut avoir aussi renforcé le travail, un travail qui peut ressembler à un travail de révision en fonction du type de mission que ça peut être, renforcé par des équipes de l'expertise comptable. Donc on peut faire travailler évidemment les deux. Et s'il y a par exemple un travail sur l'évaluation, ça peut être évidemment l'équipe d'expertise comptable qui va intervenir, tout comme il peut y avoir aussi des profils en audit, mais en aucun cas on fait davantage travailler l'audit sur des dossiers d'expertise comptable et vice-versa. Ça, on l'a testé et en tout cas, nous, on pense que ça ne fonctionne pas parce que, en effet, la façon de traiter un dossier d'audit et de commissariat aux comptes, elle est quand même assez différente. Il faut être formé, il vaut mieux être expert. Et nous, on a fait le choix, au contraire, de segmenter au maximum les expertises au point de même créer des profils un petit peu nouveau. On a par exemple recruté des gens qui s'appellent des gestionnaires de la relation client parce qu'on se rend compte que dans nos métiers, en fait, ce qui nous fait perdre de l'argent et du temps, c'est le problème de la gestion des flux. On constate souvent chez nos clients qui sont de la TPE ou de la PME un problème sur les postes d'office management, hein, les postes de coordination administrative, qui font que si on a, nous, en amont, une personne qui gère davantage ce sujet-là, en fait, on gagne du temps derrière dans le traitement. Tout ça renforcé par des outils, évidemment. Donc il faut aussi développer les outils autant que se faire se peut, utiliser les outils qui existent, qui sont proposés par les éditeurs, qui sont, bon, à mon sens, il faudrait encore davantage qu'ils soient développés pour répondre, si j'ose dire, à un besoin du marché. Voilà, certains connaissent aussi mon appétence sur la problématique de la donnée. On a plein de données, on sait mal les utiliser parce qu'on n'est pas formé. On n'est pas formé dans nos formations, on n'a pas dans nos collaborateurs des gens qui ont voilà, cette capacité à aller peut-être un peu plus loin sur l'analyse de la donnée, voilà. Sauf ceux qui sont équipés, par exemple, d'auditeurs informatiques, où là, forcément, on a des profils un peu plus système d'information qui aident terriblement. Et je crois que ça, c'est un des sujets sur lequel, dès qu'on se développe, il faut essayer d'être le plus présent possible. C'est un facteur différenciant. Et en tout cas, les grands cabinets, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe chez eux, recrutent des data scientists, c'est pas pour rien, et par ailleurs, mettent dans leur proposition de mission vraiment en avant, quasiment en critère numéro 1, leur capacité d'analyser la donnée par rapport à la concurrence. Et en effet, là-dessus, on est faible. Et là-dessus, il faut qu'on se prépare, je pense, le plus tôt possible. Alors, juste effectivement, pour commenter ce que vous venez de dire, on le voit se développer aussi dans beaucoup de directions internes ou beaucoup de cabinets, notamment avocats, le recrutement alors eux, ils appellent ça des legal data scientists. Mais effectivement, on passe dans des modèles de cabinet où on va traiter les dossiers en données. Donc, c'est pas pour faire peur à tout le monde, mais en tout cas, c'est une évolution qu'on voit pour l'instant dans les gros cabinets, mais qui demain descendront sur des cabinets de plus petite taille. J'ai une autre question. Vous avez parlé tout à l'heure de sujets transversaux qui peuvent alimenter à la fois le commissariat aux comptes et l'expertise conseil. Vous pensiez à quoi, en fait, quand vous parliez de ces sujets transversaux ?
Le pôle transaction est un sujet transversal, ouais. Mais par exemple, il y en a un autre que je développe, qui est celui de la franchise. Et donc j'ai écrit modestement un livre sur le sujet. Et quand on est présent, ce matin, j'étais pas avec vous malheureusement parce que je participais à une réunion dans une grosse start-up qui s'appelle Le Bon Coin et qui typiquement travaille avec cet écosystème de la franchise. Vous avez dans cet écosystème des avocats, des agenceurs, des gens qui font de la stratégie, des gens qui installent des caisses, des gens comme Tiller, que vous connaissez peut-être, et autres. Et bref, quand vous êtes dans cet écosystème, il y a des besoins en expertise comptable, il y a des besoins en commissariat aux comptes, et vous allez vous positionner en fonction des besoins à un moment sur un sujet ou sur un autre. Et donc forcément, quand vous creusez un sujet de manière transversale, avec une expertise qui est la vôtre, moi je parle beaucoup de transformation du digital avec les outils qu'on a mis en place, et ensuite on avance sur ces thématiques. Je crois aussi beaucoup sur notre capacité, et ça c'est aussi un sujet qui m'anime, sur l'évaluation des immatériels de l'entreprise, de l'entrepreneur, et je crois qu'on a un vrai rôle là-dessus aussi dans nos missions d'évaluation, d'aller encore un petit peu plus loin, de continuer à se former sur ces thématiques, sur ce que j'appelle moi les 4 piliers, en effet le capital humain, le capital technologique, organisationnel et relationnel. Et là-dessus aussi, on a une place à prendre pour continuer à se former sur ces sujets qui pour moi sont vraiment centraux. Merci. Denis, last but not least. Alors, pareil, si vous pouviez juste... Donc un peu comme Guillaume, j'ai un cabinet de 25 personnes. On est dans la case 3 du petit document de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait on a un chiffre d'affaires commissariat au compte qui est de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires du cabinet, mais sur lequel on va perdre à peu près 70%, puisqu'il va nous rester à peu près 30% de notre chiffre d'affaires sur ce secteur. Donc on est relativement fortement impacté par cette... Et notre objectif à nous, c'est la stratégie 2, c'est-à-dire de conserver quand même le commissariat aux comptes, parce il nous reste ce qu'on peut appeler de beaux mandats, enfin des mandats intéressants. On a 3 équivalents temps plein dans le cabinet, deux personnes qui font que du commissariat et ensuite quelques experts comptables stagiaires qui participent aux missions. Donc le but, effectivement, c'est de conserver ces missions de commissariat, c'est de rester donc compétent, formé et peut-être attendre un relèvement des seuils pour de nouveau récupérer des dossiers. C'est pas impossible. Donc rester présent là-dessus. Peut-être faire de la sous-traitance aussi pour des confrères, on en fait déjà. Et peut-être développer la sous-traitance pour des confrères qui auront plus que malheureusement 1 ou 2 mandats et qui ne seront pas forcément intéressés à les vendre, qui vont peut-être les conserver quand même pour rester en contact avec le client, mais qui souhaiteront faire de la sous-traitance. Donc je pense que ça c'est aussi une piste. Donc ça c'est pour le commissariat. Développer aussi le commissariat aux apports, enfin on a d'autres missions annexes. Et ensuite travailler sur le développement de l'expertise comptable, et sur d'autres types de missions comme l'évaluation d'entreprise avec un master d'Olivier Salustro sur lequel je vais m'inscrire au mois de septembre pour avoir une formation complémentaire. Donc il y a effectivement l'évaluation, et je crois que l'évaluation c'est quelque chose qui est une forte demande des chefs d'entreprise. Je crois qu'on a vu un sondage il n'y a pas très longtemps, c'était une des demandes importantes dans le futur, enfin de l'évaluation d'entreprise, c'est quelque chose de très important pour eux, donc on peut donner des solutions là-dessus, sur la transmission aussi, et puis aussi évidemment sur la digitalisation du cabinet et sur le fait d'être plus réactif avec les clients, pouvoir leur donner des tableaux de bord rapidement, et tout ça évidemment c'est avec les éditeurs de logiciels et les produits de plus en plus sophistiqués qu'ils peuvent nous donner. Alors, vous avez parlé de digitalisation, et d'ailleurs c'est peut-être une question que je voudrais partager avec chacun d'entre vous, Frédéric y compris d'ailleurs. Digitalisation dans le cadre d'une réflexion stratégique et d'un déploiement stratégique, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Parce qu'on parle de digitalisation, ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est digitalisation des processus de production? Est-ce qu'on est dans les offres digitales aussi? Voilà. Comment vous définissez cette digitalisation pour vos cabinets et dans le cadre de cette stratégie et de ces stratégies? Je pense qu'effectivement, le premier axe, c'est tous les processus d'acquisition des données qui font qu'on peut travailler plus rapidement et de façon plus efficace, et en passant moins de temps, donc en ayant des budgets plus intéressants aussi pour nos clients. Et ensuite c'est aussi dans la communication, pouvoir produire des tableaux de bord rapidement, pouvoir communiquer des informations plus rapidement à nos clients et qui soient je dirais, très intéressantes pour eux et à la fois et qui valorisent le cabinet. Non, moi je rejoins bien ce que dit Denis. Je pense que notre cabinet, évidemment, souhaite développer son activité de commissariat aux comptes. Donc typiquement, ça passe par effectivement une poursuite des investissements dans les outils. Donc voilà, on avait en termes d'outils, on avait l'habitude d'utiliser des logiciels d'audit. Maintenant, on est de plus en plus dans l'utilisation d'outils d'analyse de données. Ça, c'est en train de se démocratiser parce que la tendance de fond est là. En fait, elle est là sous différents aspects, l'angle de la régulation, la restitution d'informations aux clients qui l'intéressent parce qu'il il obtient des restitutions que lui-même n'est pas capable d'obtenir directement. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, la technologie, de toute façon, on va dire, va être grandissante, puisque en fait, ces outils vont devenir de plus en plus puissants, intégrés. On l'a vu encore récemment, là, ceux qui ont pu, parmi vous, venir à la matinale de la CRCC sur le Big Data. Donc, on a présenté un outil de ce qu'on appelle de data visualisation. Donc typiquement, c'est de l'analyse de données, mais on va dire analytique, dans le sens où en fait, vous avez un outil qui, ingère la donnée, et deux, en fait, est capable de l'analyser et de la restituer sous forme de tableau de bord. Donc des outils de plus en plus puissants qui fournissent de l'information utile pour l'audit, mais qui fournissent aussi de l'information utile pour le client. Et on s'aperçoit que de plus en plus, les clients sont demandeurs de ce type d'information parce que ce sont des choses qu'ils n'arrivent pas à obtenir de leur compta, en fait, tout simplement. Ce sont des outils, sauf à avoir des outils très sophistiqués eux-mêmes, que bien sûr les grandes entreprises peuvent s'offrir, mais des outils de business intelligence, etc. Mais s'ils n'ont pas ça, ils sont bien contents qu'à un moment donné, des auditeurs avec un programme de travail ad hoc leur poussent de l'information analytique ciblée. Sophie, quand on s'était rencontrés la première fois, vous aviez aussi parlé de digitalisation comme d'un des facteurs clés de succès de votre évolution. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser justement ce que vous entendiez par digitalisation pour vous? Moi, en l'occurrence, j'ai entamé une démarche en expertise comptable. Pour le commissariat aux comptes, à aujourd'hui, j'utilise, comme je disais tout à l'heure, des outils de la compagnie. Je ne fais pas de digitalisation à proprement parler. En revanche, oui, ce que je rebondirai un petit peu sur ce qu'a dit Frédéric, c'est dans le sens que comme on connaît bien les données financières, l'organisation de nos clients, on doit être à jour de l'évolution informatique et en la matière, on apporte beaucoup aux clients parce qu'on a justement une vue globale et on peut... Alors moi, comme je disais lors du focus, j'avais utilisé les fiches de cette fameuse journée de l'année dernière, les fiches pour l'audit, un début d'audit informatique. Et les clients, le client chez qui je l'ai utilisé était très demandeur parce que ça donne une optique de synthétique, de synthèse, et à la fois on brosse tous les aspects. Et après, moi je suis pas une informaticienne,
peut-être comme beaucoup de confrères, j'aime bien ça, mais je ne suis pas une informaticienne. Donc après, faut peut-être envisager de faire appel à un conseil extérieur, enfin en tout cas, moi, à mon niveau. Voilà. Mais en revanche, le client voit qu'on est sensible, qu'on voit les zones de risque, parce que aujourd'hui, c'est ça qui va jouer, c'est que l'informatique, le traitement des données, c'est aussi voir où est le risque. Et moi, je voudrais pas je trouve ça un peu dommage qu'on réduise l'audit à de l'analyse de données, dans le sens analyse, on prend des fichiers et puis on analyse ça. Voilà. Donc, je pense que nous, confrères qui avons des petites équipes, on a un rôle à jouer par rapport à ça, parce que justement, on se positionne un peu comme un conseil extérieur, enfin conseil entre guillemets, mais conseil malgré tout, extérieur du dirigeant. Donc ce qui doit vraiment aider à repositionner, comme on disait, aussi le commissaire aux comptes encore plus en conseil, et demain, peut-être qu'il n'aura plus ses mandats, mais il pourra continuer à accompagner le dirigeant ou les clients sur du conseil, justement. Donc je fais l'enchaînement par rapport à ces évolutions stratégiques, puisqu'on a vu que l'un des leviers, c'est quand même de transformer des clients qui ne sont plus CAC en clients expertise. Comment vous voyez ça? Comment vous comptez le faire? Est-ce que ça vous semble compliqué, faisable, très compliqué? Voilà. Comment vous voyez ce passage d'un client CAC vers un client expertise ou conseil? À court terme, c'est compliqué. Parce que, faut pas se le cacher, hein, les gens, les clients, qu'est-ce qu'ils vont voir? On n'a plus de CAC, on n'a plus de budget, donc on fait gagner, on va embaucher peut-être, mais on ne pensera pas à transformer la mission CAC en mission conseil. Donc c'est à nous de faire valoir qu'on a un plus sur tel type de fonction de l'entreprise, ou voir en tant que conseil directement de la direction. Mais ça veut dire que nous, dans ce cas-là, il faut qu'on évolue aussi. Parce qu'on apporte, je pense qu'on apporte beaucoup à l'entreprise, mais on arrive avec une mission légale. Donc la porte est ouverte. Même si c'est dur d'avoir le mandat. Donc après, transformer, on aborde des marchés où on n'est plus tout seul. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Mais plus je vous écoute tous, et plus j'ai l'impression finalement qu'il y a une énorme valeur ajoutée à apporter et qui est méconnue. Il y a une énorme valeur ajoutée, puisque quand je vous entends, on a du conseil, on a la connaissance des organisations, la connaissance des business. Donc comment on fait pour valoriser ça? Déjà, je pense qu'il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on a trop été, malheureusement, habitué au caractère légal de la mission. C'est-à-dire qu'en fait, on vendait une mission pour certifier des comptes, et en fait, on n'a pas suffisamment inventé tout ce qui pouvait intéresser le client. Quand je dis inventer, c'est créer, répondre aux besoins en fait de nos clients. Donc il y a déjà une problématique. Il faut déjà qu'on réoriente notre focus vers le client, et ça, il faut qu'on y soit, je pense, aidé aussi par notre environnement. C'est-à-dire que, bien sûr, nous, on doit faire l'effort, bien sûr, nous, on doit s'en transformer, mais il faut en même temps qu'on nous dise, OK, on va vous donner un peu plus de temps pour faire ça, et donc un peu moins de temps à remplir des dossiers pour des choses qui ne servent plus à rien. Aujourd'hui, on le constate, puisqu'on nous dit que ça ne sert à rien. Les pouvoirs publics nous disent que ça ne sert à rien. Donc, actons une fois pour toutes, cette partie-là, au moins de la mission, ne sert à rien. Et que celle qui sert, c'est celle dans laquelle, justement, on a une capacité à analyser les comptes, à voir les problématiques de l'entreprise et à proposer des solutions ou des recommandations. Donc celle-là, à mon avis, elle a une valeur ajoutée. Après, en fait, pour les autres, je pense qu'en fait, il y a une problématique de faire savoir. C'est-à-dire qu'en fait, là où on n'est pas bon, peut-être que certains dans la salle le sont, moi je reconnais que je ne suis pas très bon en la matière, ou pas assez, c'est de faire savoir effectivement ce sur quoi on est bon. Et c'est vrai, quand on a eu l'occasion, d'ailleurs, je me remémore des échanges qu'on a eu avec des chefs d'entreprise dans le cadre justement de notre du CAC en mouvement, en fait, ils nous disaient, on leur disait, mais vous savez, en fait, on est capable de vous faire un audit des risques informatiques. Et ils nous disent, mais
personne n'est au courant. Hein. Vous savez quand même que personne n'est au courant. Alors évidemment, vous êtes au courant parce que vous êtes venu l'année dernière et qu'on promeut, etc., l'audit informatique. Mais dans notre environnement, personne ne le sait. Donc il y a un travail gigantesque de faire savoir que nous pouvons effectivement proposer au moins une évaluation des risques informatiques, qu'il y a différentes graduations dans cette évaluation, qu'il y a l'évaluation de base où on dit attention, il y a des choses simples à vérifier sur lesquelles on peut proposer des réponses, puis après il y a des choses plus techniques qui demandent sans doute des profils qui sont plus spécialisés. Mais à la base, personne ne nous attend sur ce terrain. C'est déjà donc je pense que déjà il y a deux étapes. La première, c'est davantage orienté vers nos clients, plus orienté vers nos clients, plus qu'on ne l'est aujourd'hui. Je parle du quota de temps qu'on y passe. Et deuxièmement, c'est en termes d'offre de service. Il faut effectivement faire savoir tout ce que nous pouvons proposer et que c'est un travail inlassable qu'on doit tous prendre collectivement en charge. Guillaume, vous vouliez intervenir ? On constate en fait quand on prend le parti de s'obliger à faire des recommandations au moment où on fait le débrief de la mission, que le client, évidemment, est très intéressé. Alors, on n'a pas forcément, en effet, cette culture, en particulier dans le commissariat aux comptes, parce qu'on nous a rabâché pendant des années le conseil, c'est pas fait pour le commissaire aux comptes. Rien ne nous empêche de faire des recommandations, de les formaliser et évidemment de se former dessus pour être de plus en plus compétent sur cette fameuse analyse sur laquelle, en effet, on a besoin d'aller plus loin que la revue analytique ou les tests que l'on peut faire sur nos dossiers. Et c'est vrai que les outils qui aujourd'hui permettent en particulier d'être très puissants sur cette analyse, c'est entre autres ce qu'on appelle la data visualisation, qui va permettre, tout comme peut-être vous le faites sur vos dossiers, moi je fais aujourd'hui 100% de présentations avec des outils comme aussi simples que bilan imagé, c'est extrêmement efficace parce qu'on va à l'essentiel. Et après, vous apportez votre petite touche en complément sur les sujets qu'il faut développer, sur les sujets sur lesquels votre client vous attend. Et je crois qu'on arrive sur un certain nombre de dossiers où l'entrepreneur nous appelle, même des fois avant l'expert comptable, parce qu'il a vu qu'on s'intéressait, et on a cet avantage aussi d'être un peu moins la tête dans le guidon que l'expert comptable, parce qu'on va avoir ce travail sur la période intérimaire, on va regarder les process, on va avoir une approche par les risques, qui fait que par définition, on a un peu plus de hauteur, et on a vraiment des choses à dire sur ces sujets, mais il ne faut pas avoir peur de les dire. C'est-à-dire qu'en effet, il faut y aller, il faut écrire, il faut faire ce que vous voulez, un PowerPoint avec 5-6 recommandations fortes, et pas que la recommandation, problème de séparation des tâches, etc. Et il faut aller plus loin. Et je crois qu'en plus, on a un panel de clients qui nous permet de voir quelles sont les bonnes pratiques, et ils nous attendent beaucoup sur ces sujets-là. Et en effet, on revient encore sur le sujet récurrent en ce moment de la data, mais le fait d'avoir un peu de données, évidemment, d'avoir des comparables, c'est le cas d'ailleurs même sur bilan imagé, où modestement on intègre un petit peu de données qui viennent de Diane pour faire une analyse qui est plus ou moins pertinente, parce que c'est pas toujours simple avec les codes APE de faire une analyse sectorielle, mais je pense qu'il faut qu'on accélère, qu'on mette le booster sur la partie recommandation, parce qu'en effet, ils ont du mal à comprendre ce qu'on fait. Quand on leur parle recommandation, au moins, ils ont vu que le travail qu'on avait fait servait aussi à ça, et pas seulement à parler d'écriture d'ajustement, de lancer une procédure d'alerte, ou que sais-je encore. Merci beaucoup. Il reste 2 minutes 11, donc je vais peut-être demander à chacun d'entre vous une petite conclusion en 30 secondes max. S'il y avait un point qui vous semble essentiel dans la réussite de votre repositionnement stratégique ou de votre stratégie demain, quel serait-il? Voilà, pour conclure, s'il y a un élément que vous gardez en tête ou que vous avez absolument en tête pour assurer la réussite de votre repositionnement et de votre stratégie, qu'est-ce que c'est? Denis, peut-être? Oui, enfin, je pense qu'on en a parlé, mais c'est l'agilité, c'est être prêt à répondre aux besoins de nos clients et aux besoins de conseil, parce qu'ils en ont de plus en plus dans un environnement qui bouge beaucoup, dans des secteurs d'activité qui sont souvent balayés parfois par la technologie, par d'autres choses. Donc, c'est l'agilité et être capable de donner le bon conseil au bon moment. D'accord. Mélanie? À peu près la même chose, surtout la communication.
Je pense qu'on n'est pas toujours très très bon là-dessus. Moi, je viens d'un grand cabinet et systématiquement, sur toutes les interventions, vous avez des recos, que ce soit sur des petits clients ou des plus gros, enfin forcément sur les gros, mais même sur la toute petite filiale, vous avez toujours un PowerPoint qui est laissé avec les quelques points clés et les quelques recos clés. Et je pense que ça, c'est à la portée en fait de tout le monde en fait. Peut-être qu'on ne le fait pas suffisamment. On a tendance peut-être à débriefer oralement, mais c'est toujours bien en fait de montrer en fait un support et de donner le support aux dirigeants, surtout. Voilà, essayer de communiquer le plus possible avec le dirigeant et pas uniquement avec le staff comptable. Enfin, aller plus loin en fait dans notre métier. Je pense que le mot-clé, pour moi, c'est vraiment étoffer et acquérir de nouvelles compétences. C'est vraiment le sujet que j'ai en tête en permanence quand je pense à la stratégie du cabinet. D'accord. Sophie ? Moi, c'est l'objectif en ce moment, c'est ce partenariat, voilà, en matière de commissariat aux comptes. Moi, de mon côté également, donc renforcer l'expertise des équipes et puis communiquer davantage avec le client, en particulier avec ces recommandations qui me semblent un élément assez central pour prendre du lien avec nos clients. Merci beaucoup à tous les 5. On a dépassé de 30 secondes. Merci beaucoup. Alors, avant d'enchaîner, on va vous demander de répondre à une nouvelle question, Weisembly, qui doit apparaître. Alors, vous allez effectivement, comme vous êtes plus nombreux maintenant à être connectés, on va vous redemander de vous repositionner sur ces profils, hein, comme on avait expliqué, parce que ce matin, tout le monde ne s'était pas connecté. Donc, on va vous demander de vous repositionner sur ces 4 profils, hein, en fonction du poids relatif du CAC dans votre activité et en fonction de l'ampleur de la perte du chiffre d'affaires CAC pour vous. Donc on vous laisse quelques secondes pour vous réidentifier. Et puis il y aura une deuxième question qui arrive dans la foulée. Donc la deuxième question, c'est finalement, après tous ces échanges, toutes ces discussions, vers laquelle de ces 3 stratégies vous pourriez finalement vous tourner. La stratégie 1, hein, donc de focalisation sur le CAC, la stratégie 2, de pool sur le CAC, c'est-à-dire on va continuer quand même à structurer le CAC, mais on va vraiment développer une activité et redéployer vers une activité expertise et conseil, et puis la stratégie 3, où on va sortir du CAC et pour se reconcentrer, se redéployer sur l'expertise comptable. Donc indiquez, votez sur la stratégie qui vous semble la plus pertinente pour vous, et on vous fera un débrief en fin de journée sur l'ensemble de vos réponses.